Bienvenue à Compte Complet, notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Usereau en compagnie de Marc Griffin. On s'approche à grands pas de ce qui devrait être, Marc, le début du camp d'entraînement dans le baseball majeur. Sauf qu'il n'y a rien de moins sûr. Écoute, Marc, on pourrait spéculer sur ce qui va s'en venir. On n'est pas dans le secret des dieux et je pense que même les dirigeants et les joueurs ne savent pas trop où on s'en va au moment où on se parle. Là. Il y a trop de données qui risquent de changer au cours des 2 prochaines semaines afin de déterminer si on va commencer le camp d'entraînement. Et ce qui ajoute à la complexité de la chose, Marc, c'est que dans toutes les discussions qu'il y a entre les joueurs et les propriétaires, en ligne de compte, il faut tenir compte que c'est la dernière année de la convention collective. Donc, bien malin qui pourra, je pense, déterminer comment ça va se passer même en début de saison. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, Alain, c'est que dès mardi, on devrait avoir une entente. En tout cas, je dis on devrait, là, j'utilise le conditionnel, en rapport avec la sécurité qu'il va y avoir lors des camps d'entraînement, soit en Floride, soit en Arizona. Donc, on sait qu'on a quand même une année d'expérience, c'est plate à dire, de ces problèmes-là, mais on semble vouloir être en mesure de s'entendre à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le protocole de sécurité, qui a droit au vestiaire, qui n'a pas droit au vestiaire, est-ce qu'il y aura des spectateurs ou non. Donc, il y a un paquet de facteurs là, qui vont entrer en ligne de compte en ce moment pour l'ouverture des camps d'entraînement. Je sais que chaque site d'entraînement, chaque État, donc Floride et l'Arizona, ont des défis différents, mais ça reste qu'au moins, Alain, on se parle. Mais lorsque tu mentionnes le fait, évidemment, que la convention collective va se terminer, en effet, il se peut fort bien qu'il n'y ait pas de frappeur de choix dans la Ligue nationale cette année, mais dites-vous bien que probablement qu'à la fin de l'année, lorsqu'on négociera pour la prochaine convention collective, j'ai l'impression qu'il y a quelques décisions, d'ailleurs, qui ont été prises au cours des dernières semaines par rapport à des joueurs qu'on a mis ce contrat, qui pourraient avoir une influence justement sur le fait est-ce qu'il y aura des frappeurs de choix ou non dans la Ligue nationale. Oui, alors remarque que je vais m'en réjouir qu'il n'y ait pas de frappeur de choix dans la nationale. Mon opinion est assez connue là-dessus. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose à cet effet-là et qui date en fait du début du frappeur de choix, Marc. Je pense qu'il faut la trouver bonne aussi. C'est comme si on demandait à Shaquille O'Neal de le faire remplacer lorsqu'il y a des lancers francs. Et c'est le parallèle qu'on a fait. Certains le trouvent boiteux. Écoute, je vais m'ennuyer, moi, du lanceur qui frappe. C'est pas du lanceur qui frappe dont je vais m'ennuyer. Là, c'est un fait qu'il n'y a rien de très élégant à voir un lanceur frapper. Sauf qu'on a vu, par exemple, un John Lester s'améliorer. C'est pas un débat sur lequel je veux m'éterniser, Marc. Mais c'est pour ça que te dire, je vais m'ennuyer, moi, du lanceur qui vient frapper. Et, tu sais, on est dans une ère où le gérant prend de moins en moins de décisions. Mais, tu sais, le lanceur qui vient frapper, il y en a une décision à prendre à un moment donné dans le match. Tu comprends? Dans un match serré. Écoute, Et c'est ça qui va me manquer, moi. ouais. Écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, Alain. Le problème qu'on a eu au fil des années, puis c'était même, je pourrais même te dire, les années où je jouais, là, c'était un peu comme ça, c'est qu'on a tellement Ouais. négligé le Ouais. lanceur comme frappeur. On n'a jamais utilisé de temps d'entraînement. C'est rare que les lanceurs vont aller s'entraîner, vont aller frapper. On va le faire, là, mais c'est tellement minime. En tout cas, tout ça pour dire, je sais que ce n'est pas le débat qu'on voulait lancer aujourd'hui, mais Non. si on avait poursuivi, Alain, un certain entraînement, tu parles de John Lester, rappelle-toi des Pedro Martinez, je me souviens tellement, qui essayait tellement là, de peaufiner ses amortis sacrifices parce qu'il savait, connaissait l'importance de ça. On a perdu ça et je pense que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des lanceurs qui ne savent pas frapper. Il y a peut-être, on peut les nommer sur les doigts d'une main, les gars qui sont une réelle menace. Fait que ça fait que la tendance a changé à ce niveau-là. Mais si on avait gardé donc un certain intérêt à entraîner les lanceurs comme frappeurs, ça aurait, je pense, été plus facile de prendre la décision de garder la Ligue nationale ainsi, c'est-à-dire sans frappeur de choix. Oui. Et juste une anecdote, Marc, j'ai lu la biographie, l'autobiographie, en fait, de Bob Gibson. Et lui, il évaluait ses saisons selon son rendement et au monticule et à l'attaque. Il n'y a pas un lanceur qui jugerait sa saison de la sorte aujourd'hui. Là. Ce serait impensable, enfin. Bon, Marc, ce qui se passe sur le terrain, ça a pris du temps avant que les gros joueurs autonomes trouvent leur équipe. Et là, au monticule, la grosse pièce de résistance, c'était Trevor Bauer. Là, on était rendu à 2 équipes, les Mets de New York et les Dodgers. Personnellement, je ne suis pas surpris du tout de le voir avec les Dodgers. Et la raison est la suivante, Marc. Il n'était pas question pour les Dodgers de regarder la parade avec ce que les Padres de San Diego ont fait dans l'entre-saison. Moi, c'est pour ça que
écoute, les Dodgers, c'était un mariage. On se retrouve avec une rotation qui est quand même pas piquée des verres. Là. Je pense que même que Clayton Kershaw se retrouve troisième au moment où on se parle. Là. Bon, Alain, tu es frappeur dans la Ligue nationale Division Ouest l'année prochaine. Tu risques de trouver le temps long, là, parce que tu regardes le Ouais. personnel des Dodgers, celui des Padres, et ça va continuer de s'améliorer. Là, il y a plusieurs choses là-dedans dans le cas de Trevor Bauer. Un, tu te souviens, on en a parlé souvent, est-ce qu'on s'en va vers des salaires peut-être de 30, de 40 millions par année, mais on va éviter le 6, 7, 8 ans. C'est pas mal ce qu'on voit dans le cas de Trevor Bauer. Je ne pense pas que Trevor Bauer est le meilleur joueur de tout le baseball majeur, donc parce qu'il va être le mieux payé du baseball majeur, mais sur un an. Et c'est peut-être la tendance qu'on va voir. C'est pour ça que les Dodgers, soit dit en passant, dépassent largement la taxe de luxe, là, l'espèce de barre qu'on met pour la taxe de luxe. Alors, les Dodgers vont payer pas mal pour les autres équipes. Mais vous savez, Bauer, il a fait miroiter bien des choses au cours des dernières semaines, même le fait que, écoute, c'est pas, tu sais qu'il y a quelques journalistes renommés dans le baseball qui ont avancé la nouvelle qu'il avait signée avec les Mets de New York. Il y a eu un laisser-aller. D'ailleurs, Bauer s'est excusé auprès des partisans des Mets parce qu'il y a eu quelqu'un qui a laissé couler, en tout cas, une erreur informatique, semble-t-il, tout ça pour dire que il est maintenant donc avec les Dodgers. C'est un gars de la Californie. Alors, tu parlais de mariage naturel, c'en est un autre à ce niveau-là pour Trevor Bauer. Mais ça va faire en sorte que là, les autres joueurs autonomes, lanceurs partants, on va peut-être avoir un peu plus le champ libre maintenant pour savoir qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses. Oui. Écoute, chez les Dodgers, ce que ça veut dire que Justin Turner ne reviendra pas, ça, ce sera à voir. Il y a d'autres défis chez les Dodgers de Los Angeles. L'avenir de Corey Seager. Inévitablement, Marc, on va parler de ces 5 joueurs d'Areco qui pourraient devenir joueurs autonomes à la fin de l'année. Moi, j'ai comme l'impression que Lindor va rester avec les Mets de New York. Je pense que c'est un mariage parfait, surtout dans le contexte où les Mets veulent refaire leur image. Je pense que Lindor représenterait l'image parfaite de la nouvelle administration des Mets de New York. Donc, de ce côté-là, les Dodgers, en tout cas, regarde, on va commencer par 2021, mais il y a quand même des défis qui l'attendent et peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une grosse transaction aussi impliquant le jeune receveur Kybert Lewis. Malheureusement, Marc, il n'y a pas de place pour lui au sein de l'équipe. Effectivement, les Dodgers ont des munitions, Alain, pour d'autres choses. Là. On n'est peut-être pas terminé dans ça. Puis, on parlait de transactions. Le fait que Lindor s'est aventuré avec les Mets, j'ouvre une petite parenthèse avec les Mets parce que tu m'as ouvert la porte, là. Mais heureusement, parce qu'on était dans le dossier Springer de façon très agressive chez les Mets. On l'a perdu au moins des Blue Jays. On était donc de façon très agressive pour Trevor Bauer. On l'a perdu également aux mains des Dodgers. Donc, l'importance de l'acquisition du jeune joueur d'Areco, Lindor, fait en sorte que là, au moins, les Mets ont quelque chose sur lequel on peut poursuivre, je ne dirais pas bâtir, là, mais poursuivre, ce qui rend cette acquisition-là encore plus importante, là, même lorsque ça a été officialisé. Oui. Bon, les autres joueurs autonomes. Marcell Ozuna qui retourne à Atlanta. Je pense qu'on a aimé la protection qu'il a amenée derrière Freddie Freeman. En tout cas, toi, tu l'as apprécié au cours de la saison. 4 ans, est-ce que c'est surprenant? Moi, je pense que les Braves ont derrière la tête qu'on sait qu'il y a un frappeur désigné qui s'en vient à un moment donné, puis dans le pire des cas, on se dit on va l'endurer au champ gauche pour un an, puis après ça, on sait ce qui va arriver. Exactement ça, Alain. C'est exactement ça. On en parlait tout à l'heure, le frappeur de choix dans la Ligue nationale. Si ce n'est pas cette année, probablement avec la nouvelle convention collective. Alors, tout à fait. Puis, écoute, regarde les statistiques d'Ozuna. Il a joué les 60 matchs l'année dernière. Il a été le meilleur frappeur, ou en tout cas, certainement parmi les 3 meilleurs frappeurs de toute la Ligue nationale. Donc, ce duo-là avec Freddie Freeman. Les Braves, ça prenait Ozuna de retour pour que les Braves, tu sais, les Mets sont meilleurs, bon, les Phillies peut-être un peu, on essaie de... Et les Braves veulent garder évidemment la tête de cette division-là et le fait qu'on ramène Ozuna. Puis, tu sais, Alain, 65 millions, 4 ans, je trouve que c'est bien négocié de la part des Braves. C'est un bon contrat pour Ozuna. On sait que lui avait changé d'agent, il cherchait un contrat de 100 millions au début. Il se retrouve avec 65 millions, ce qui n'est pas vilain du tout. Mais bravo à Alex Antopoulos qui, encore une fois, a réussi à se garder tout un cogneur pour un prix quand même, il faut le dire dans le jargon du baseball, qui est très raisonnable. Oui, mais ça confirme, Marc, la tendance des dernières années, c'est-à-dire les frappeurs de puissance qui n'ont pas de position,
Marc, c'est Ouais. très difficile d'aller chercher des contrats à gros prix, même allant jusqu'à 20 millions. Rappelle-toi, ça avait commencé. En fait, la tendance est accélérée. Rappelle-toi, lorsque Encarnacion et Bautista des Blue Jays s'étaient retrouvés joueurs autonomes. Et là, il y en avait plusieurs, en fait. Des gars comme Justin Bour, par exemple, qui avait frappé 25 circuits. Dit, parce que le problème, c'est que dans les mineurs, des gars qui sont capables de frapper 20-25 circuits, qui n'ont pas de position, c'est plein. Donc, le marché s'est ajusté. Oui, ouais, exact, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense qu'Ozuna a bien fait d'aller chercher son fameux 4 ans. Ça, Ouais. évidemment, parce que là, tu l'as dit, hein, le marché des joueurs autonomes devient de plus en difficile pour ce type de joueur. Alors, lorsqu'au moins tu signes pour 4 ans, ben, tu t'enlèves du marché pour les 4 prochaines années, avec évidemment un salaire moyen qui est quand même assez intéressant. Bon, les Phillies, il n'y a pas d'ajout, mais par contre, on n'a pas perdu les deux gros joueurs autonomes qu'on avait. C'était deux réguliers importants, Marc. On a ramené Grégorius pour 2 ans. Je pense que c'est brillant et de la part des Phillies et de la part de Grégorius. Je rappelle encore les 5 joueurs qui deviennent joueurs autonomes à l'ARECO l'année prochaine. Donc, Grégorius ne veut pas se retrouver dans un marché saturé d'ARECO où il serait le 6e. Dans 2 ans, ben, il sera peut-être tout seul s'il redevient joueur autonome. Je trouve ça brillant de la part de lui et de son agent. Et JT Realmuto qui revient avec les Phillies. Lui aussi, j'ai l'impression, Marc cherchait un contrat un peu plus lucratif. Il n'est pas à plaindre, remarque, mais j'ai l'impression qu'on voulait davantage du côté de Realmuto. Mais les Phillies, dans ce cas-là, Marc, je pense qu'ils peuvent dire mission accomplie. Oui, il se devait, là, parce que tu regardes encore une fois ce que les Mets, ce que les Braves font, genre d'équipe qu'on a sur le terrain dans la division Est. Les Nationals qui signent aussi un paquet de vétérans. Donc, ça prenait, fallait absolument mettre sous contrat Real Muto, qui, il faut le dire, Alain, est encore probablement le meilleur receveur là, compte tenu Ouais. de son âge, là, en défense et évidemment en attaque. Alors, ça devenait important. On a ajouté chez les Phillies, chez Archie Bradley, le receveur qu'on a ajouté, mais Le c'est releveur. vraiment les deux gros morceaux, le releveur, vraiment les deux gros morceaux qu'il fallait ajouter. Euh, Évidemment, c'est l'expérience des deux, Grégorius et Real Muto. On parle souvent de cette fameuse ligne de centre, Alain. Je sais que le baseball a changé beaucoup. Mais lorsque tu t'assures des positions clés, arrêt court, receveur, deuxième but, champ centre, c'est là souvent que si tu as une force à ce niveau-là, ça va Mm-hmm. aider pour le reste. Oui. Écoute, parlant de ligne du centre, là, je ne sais pas ce qu'on va faire chez les Blue Jays de Toronto. C'est un arrêt-court qu'on a embauché, Marcus Semien. Certains prétendent qu'il s'en va au 3e but. Je ne sais pas quel est le plan des Blue Jays comme tel. Je pense qu'on cherchait davantage un premier frappeur. Bon, où on va le faire jouer, c'est pour 1 an. Est-ce que c'était si important d'ajouter un Semien? Je ne sais pas si c'est la défense qu'on voulait améliorer. Parce que tu regardes l'ajout de Springer, on disait déjà que, il y a peut-être un joueur, un voltigeur de trop, pourrait peut-être ramener Gouriel. Là, tu as un mélange. Là, on commence à avoir plusieurs soldats. Est-ce qu'il y a un échange qui s'en vient avec les Blue Jays de Toronto? Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va peut-être laisser aller un bâton de qualité. Puis, celui que j'ai en tête, c'est Randy Tellez, que moi, j'ai beaucoup aimé en fin de saison l'année passée. J'ai toujours aimé la façon dont il frappait. C'est un autre marque qui n'a pas de position, qui fait en sorte qu'il est peut-être facilement remplaçable. Mais si on va un peu plus loin, la place de Guerrero à long terme avec cette équipe-là, elle est où? Moi, la question, je me la pose Ouais. sérieusement chez les Blue Jays de Toronto. Bon, écoute, Alain, les plans, selon moi, vont être les suivants. Là, puis évidemment, on va Mm-hmm. attendre le camp d'entraînement. Mais Simeon va aller jouer au deuxième but. On sait qu'on veut développer Bichette à l'arrêt-court et que Bijo Oui, s'en va au troisième, selon moi. Pourquoi ainsi? Parce qu'on n'est pas convaincu, évidemment, de Vlad au troisième. Il a perdu beaucoup de poids. Il a bien frappé durant les ligues d'hiver, mais semble-t-il que les rapports en défense sont encore très difficiles pour Vlad. Tu parles de Tellez. Là, tu ajoutes Springer, tu ajoutes Semien, frappeur droitier, encore des frappeurs droitiers, Bichette, frappeur droitier, Hernandez, frappeur droitier. Donc, Tellez devient, selon moi, un élément extrêmement important comme frappeur gaucher de cette formation-là. Et tu veux garder un Bijo également qui, tu parles de moyenne de présence sur les buts, s'est amélioré nettement. oui. C'est un gars qui fait contact, un gars très intelligent. Alors, j'ai l'impression que Bijo va jouer plus souvent qu'autrement au troisième. On va peut-être faire en sorte que Vlad, de temps en temps, pour essayer, parce qu'évidemment, c'est encore un jeune athlète, donc est-ce qu'on est capable de l'insérer tranquillement, pas vite, par exemple, au troisième?
Mais les Blue Jays ne voulaient courir aucun risque parce que avec Springer maintenant, avec Semien, Bichette, on sait tous les gars qui ont frappé, on veut lutter pour la première place. Ce n'est pas juste que on veut jouer pour 500 là, chez les Jays l'année prochaine. Là. On s'organise pour être parmi les bonnes équipes de cette division Est-là. Alors, les essais, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, il va falloir frapper dans le cas de Vlad, dans le cas de Biggio, dans le cas de Tellez, et c'est là qu'on va pouvoir un peu tourner. Imagine-toi la rumeur qui avait amené Michael Brantley. Là on aurait un surplus de voltigeurs. Ouais. Brantley, évidemment, s'est retourné et a signé à nouveau avec les Astros, mais tout ça pour dire qu'on a une équipe pour frapper la balle. Mais ça devenait important, selon moi, qu'un Tellez, comme frappeur gaucher, puisse s'insérer dans la formation de cette façon-là, parce que on sait qu'un élément de plusieurs frappeurs droitiers, ça peut jouer des tours lorsqu'on affronte un lanceur droitier de grande qualité. Donc, je trouve que Tellez, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Et tu sais que même en défense, si on le compare à Vlad, on sait que Tellez est un meilleur joueur en défense au premier coup de toute façon. Alors, selon moi, il va avoir son poste. Alors, tout ça pour dire que, oui, il va falloir que Vlad frappe. Il frappe pas mal pour qu'il puisse conserver son fameux poste chez les Blue Jays de Toronto. Mais là, la pression va sur le gérant parce que, comme je l'ai mentionné, si les Jays sont là pour gagner, on ne veut pas juste jouer pour 500. On a ajouté un lanceur qui a quand même un peu de vécu, Steven Matz. Je pense pas qu'on pense l'utiliser parmi les deux premiers partants de l'équipe. Il connaît le marché de New York, donc connaît la pression un peu. On a donné Sean Reed Foley. Comme quoi, ça change vite, Marc. Il y a 2 ans à peine, même on peut parler de Vlad, il y a 2 ans à peine, Vlad et Reed Foley étaient considérés comme 2 des meilleurs prospects comme lanceurs et comme frappeurs chez les Blue Jays de Toronto. Reed Foley est déjà parti pour les Mets. Vlad, ça a baissé. Bref, Steven Matz, s'il peut rester en santé, c'est un gars qui va accumuler des manches, qui va avoir son tour et qui, comme je le mentionnais, habitué à la pression de New York, donc ne sera peut-être pas perdu dans cette section qui, les Blue Jays et les Yankees devraient se battre parce que, dans le cas des Rays, on a perdu des morceaux, là, ça pourrait leur jouer des tours, mais les deux sont en bonne position présentement. Là. Écoute, je ne sais pas si toutes les statistiques des équipes de la Ligue, de la division Est de la Ligue américaine face aux lanceurs gauchers, mais les Blue Jays sont en train de se monter tout un personnel de lanceurs gauchers. On avait Rio, c'est qu'on a mis sous contrat Robbie Ray en espérant que Ray retrouve son élan des beaux jours. Là, on va chercher Steven Matz. Donc, il y a pas mal de lanceurs gauchers qui s'amènent. C'est correct. Les Jays qui ont des lanceurs, tu sais, souvent, on n'a pas l'expression, Alain, des lanceurs professionnels. Ça peut donner de bonnes choses. On sait que Tanner Roark, l'année passée, l'expérience n'a pas été très convaincante. Mais ça reste qu'on commence à avoir des bras fort intéressants, surtout en relève, cette courte relève-là. Alors, ce qui fait en sorte qu'on va demander, comme la tendance des dernières années, un 5-6 manches lancées à tes lanceurs partants et on donne la balle par la suite à une relève qui, franchement, s'en vient fort respectable du côté des Blue Jays de Toronto. Comme je l'ai mentionné, avec l'attaque, évidemment, les gestes posés avec Semien et Springer. Les Jays, c'est sérieux. Et c'est peut-être même pas terminé, Alain. Il y a encore beaucoup de joueurs autonomes. Je regardais la liste pas plus tard que ce matin. Il y a encore beaucoup de joueurs intéressants. Probablement qu'on va signer à rabais et c'est ce qu'on recherche chez les équipes, d'attendre au dernier instant pour avoir des gars pas trop chers. Mais ça reste que les Jays sont en train de s'organiser pour lutter sérieusement avec les Rays et les Yankees. Bon, parlant des Yankees, Marc, on a fait une transaction avec les Pirates de Pittsburgh. C'est pas été aussi spectaculaire que l'embauche de Garrett Cole, mais c'est un ancien coéquipier de Garrett Cole, ancien premier choix. On parle de Jameson Taillon qui a subi une 2e opération de Tommy John, qui a raté toute la dernière saison. C'est un pari que les Yankees ont fait avec Jameson Taillon, Marc, parce que là, on a perdu Tanaka, on a perdu J-Happ, donc 2 lanceurs partants de qualité. 2 vétérans en plus. Tu parlais de gars qui pouvaient aider. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour garder J-Happ chez les Yankees de New York en passant. Ça ne s'est pas très, très bien terminé. Moi, écoute, du côté de Taillon, j'aime cette décision-là. Par contre, ce que j'espère chez les Yankees de New York, Marc, c'est qu'on donne l'occasion à Deivi Garcia d'être un lanceur partant régulier cette saison. Tu sais que les Yankees, on aime les joueurs qui ont une feuille de route un peu plus garnie. Mais j'espère sincèrement qu'on va lui donner la chance parce que j'ai beaucoup aimé, et toi aussi d'ailleurs, j'en suis convaincu, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. D'ailleurs, on a peut-être manqué notre coup en série l'année passée. Il aurait dû lancer plus qu'une manche contre les Rays.
Ouais, là, écoute, Alain, c'est effectivement. Moi, je suis convaincu qu'il est dans les plans des Yankees cette année, absolument. On va le voir assurément en 2021. Dans le cas de Jamison Taillon, moi, j'aime l'audace, j'aime le pari. C'est un gars qui a Mhm. toute une tête de baseball. Je ne sais pas si tu as entendu les propos de Garrett Cole, mais Cole a eu une influence d'ailleurs sur la décision des Yankees d'aller le chercher. On a demandé à Garrett Cole, parce qu'il était, comme tu l'as mentionné, un ancien coéquipier, et il a dit, Ouais. écoute, c'est tout un lanceur. Et là, bon, évidemment, on est allé d'un test physique dans son cas pour s'assurer que tout se passe bien. Mais si Jamison Taillon redevient ou est en santé, c'est tout un lanceur que les Yankees viennent d'aller chercher. On a donné quelque chose pour, là, c'est pas rien, on n'est pas allé le chercher gratuitement, mais ça reste que, moi, je trouve que c'est le genre de pari euh, qui pourrait très bien faire paraître les Yankees de New York. Oui, ce sera à suivre effectivement. Et comme je le mentionnais, Garcia, j'espère qu'on va lui donner la chance de se faire Oui, valoir au cours de la prochaine saison. Marc, tu parlais de la ligne de centre. Il y a eu une transaction cette semaine des Aces d'Oakland qui ont bougé, qui sont allés chercher Andrews pour remplacer Marcus Semien. Andrews qui est excellent en défense l'année passée, c'était difficile pour lui de se justifier en raison des blessures. On a donné Chris Davis depuis 2 ans, Marc, on ne le reconnaissait plus. Chris Davis, incapable de lancer une balle à effet face au lanceur droitier. Ça, c'était assez clair. Par contre, c'est peut-être le frappeur de 40 circuits le plus méconnu des 20 dernières années, Chris Davis. Euh, Côté des Aces, j'aime cette transaction-là. On a voulu solidifier une position centrale, celle à l'arrêt-court. La fenêtre est en train de se fermer. Tu sais, on en parlait pendant les séries l'année passée avec les deux Matt, Matt Olson et Matt Chapman. On sait qu'ils ne seront pas là éternellement, ces deux gars-là. Mais les A's savent qu'ils sont encore compétitifs dans cette section-là. Bon, les Astros de Houston de Monticule, c'est un gros point d'interrogation. Il n'y a pas de grand-chose d'autre dans cette section-là. Peut-être Seattle avec certains jeunes, mais encore une fois, dans une section pas si forte, les A's s'organisent pour être capables de gagner quand même. Moi, j'aime cette transaction-là du côté des A's d'Oakland. bon, absolument. Moi, je suis d'accord avec toi. Elvis Andrews, qui était probablement le joueur le plus populaire des Rangers en passant, Oui. après, évidemment, depuis le départ d'Adrian Beltre. Donc, s'en va chez l'ennemi. D'ailleurs, Andrews, ses statistiques en carrière contre Oakland n'étaient pas très, très reluisantes. Donc, ça va peut-être le faire mieux paraître éventuellement. Ça, c'est une bonne chose. Et dans le cas de Davis, écoute, les Rangers souhaitent évidemment qu'on retrouve le Davis d'il y a 2, 3 ans, alors qu'il frappait, comme tu l'as mentionné, plus de 40 coups de circuit par année. C'est pas une mauvaise transaction pour les deux équipes, mais effectivement, je vais donner l'avantage ici à un joueur d'arrêt-court, un joueur d'expérience, un gars qui veut gagner, qui évidemment qui était dans la formation lorsque les Rangers euh, s'amenaient en série, était extrêmement dangereux. Donc, j'aime ce que je vois du côté des Aces d'Oakland. Et tu as raison de mentionner, Alain, que c'est une division qui a perdu des plumes, il faut le dire, avec les Astros, entre autres, qui ont perdu Cole. On sait que Verlander n'a pas lancé. Springer a quitté les Astros également. Ce qui fait qu'il y a peut-être encore cette fenêtre-là pour les Aces d'Oakland, absolument, pour 2021. Et chose certaine, les Aces, on va encore entendre parler d'eux parce que c'est ce genre d'organisation qui va mettre sous contrat au dernier instant les fameux joueurs Ouais. autonomes qui restent pour solidifier la formation. Oui, et il y a chose d'ailleurs qui ont ramené Jason Castro, donc on a Castro et Maldonado. Il s'agit juste de ramener Brian McCann, puis on va voir à peu près ce qu'on avait lorsqu'on a gagné la Série mondiale. Bon, euh, écoute, c'est un autre joueur qui a signé un contrat, et ça aussi chez les Twins du Minnesota, c'est Andrelton Simmons. On s'en vient améliorer grandement la défense à l'arrêt-court. Je pense que les partisans des Twins ont encore en tête le jeu de Polanco qui a donné, en fait, qui a fait en sorte que les Twins ont été éliminés lors Ouais. du premier tour des séries et qui cherchent une première victoire depuis je ne sais plus quand en série. Je veux parler, oui, c'est la ligne du centre qu'on a solidifiée, mais je veux parler aussi d'un aspect, Marc. Bon, au mois de février, on sait qu'on a parlé beaucoup de santé mentale et avec la pandémie actuelle, on en parle beaucoup. Simmons n'a pas joué les dernières semaines avec les Angels. Tu as lu maintenant, bon, c'est sorti au cours des dernières semaines, Simmons qui a été aux prises, effectivement, avec des problèmes d'anxiété. Marc, c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on est dans un Yeah. domaine public, on est immunisé contre ces problèmes-là qui peuvent toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Écoute, je peux pas mieux le dire, Alain, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas juste à une Ouais. partie de la société ou des gens qui ont
des problèmes, que ce soit des problèmes financiers ou de santé ou peu importe, ça arrive à n'importe qui. Alors, je pense qu'il faut respecter ça, il faut respecter le fait qu'on en parle, qu'on va chercher de l'aide, qu'on fasse en sorte que si on puisse passer à travers. Il y a des beaux exemples de gens qui ont souffert d'anxiété, qui s'en sont sortis, qui ont trouvé des manières de. Donc, je pense que plus on va public avec ça, ben mieux c'est évidemment pour ceux qui pensent qu'ils sont seuls au monde dans cette situation-là. Et bravo pour Andrelton Simmons. Ça n'a pas dû être facile pour lui, évidemment, dans un monde où, bon, tu sais, comme tu l'as mentionné, tu es un bon athlète, tu fais beaucoup d'argent, tu n'es pas supposé nécessairement d'avoir ce genre de problème-là, et pourtant. Alors, bravo. Puis, je suis content du côté des Twins. Je suis content aussi qu'on a remis sous contrat Nelson Cruz. On Oui. a une bonne équipe aussi dans la centrale du côté des Twins, on le sait. Mhm. Il y a cette fameuse fenêtre-là aussi. Il y a des équipes qui s'améliorent drôlement dans cette division-là. Alors, il faut rester compétitif et Simmons va certainement aider. Le point d'interrogation, et nonobstant évidemment ses problèmes d'anxiété, Alain, c'est son coup de bâton là, qui pose un point d'interrogation et on espère que Simmons, qui a quand même toujours gardé une très bonne moyenne de présence sur les buts malgré tout, puisse en donner un peu en attaque. Mais chose certaine, bien meilleure défense là, du côté des Twins avec Andrelton Simmons. Par contre, Marc, si on se remet à frapper comme il y a 2 ans, on peut traîner le bâton de Simmons un petit bout. Et ça veut dire que Donaldson va jouer une autre saison au troisième but là, chez les Twins. Oui, absolument. Alors, on trouve deux vétérans du côté gauche. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est une équipe un peu plus vieillissante maintenant, celle des Twins. On regarde la moyenne d'âge qui est un peu plus élevée que bien les équipes. Mais si on trouve le moyen de mettre tout ça ensemble, on peut encore causer une belle surprise. On sait que là, les White Sox dans cette division-là sont certes à Exact. surveiller. Mais les Twins qui s'organisent pour en tout cas donner du fil à retordre aux White Sox, ça c'est certain. Là. Oui, mais je trouve qu'on enterre un peu vite les Indiens de Cleveland, Marc. À l'attaque, on a perdu des gros morceaux au fil des ans, là, mais c'est parce qu'au Monticule, on a quand même des bons jeunes lanceurs menés par Shane Bieber. On a le jeune Valley, le jeune Plezak qui est encore là. Je suis convaincu qu'on va sortir Tristan McKenzie, c'en est un autre. Écoute, les quatre que je viens de te nommer, là, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient ça les avoir au sein de leur formation maintenant pour les avoir dans le baseball majeur. Donc, on risque de voir des matchs à pas beaucoup de points là, avec les Indiens de Cleveland cette année. Je ne dis pas qu'ils sont de taille avec les Twins et les White Sox. Je pense que les deux sont en avant des Indiens. Je dis juste que Cleveland pourrait être plus compétitif qu'on le pense dans cette section-là. Ben, et surtout, si on va chercher un petit peu d'aide, Alain, au niveau de l'attaque, ça c'est Oui, certain. Bon, on se retrouve avec un Ramirez qui se retrouve un petit peu seul dans tout ça, mais ça reste que on sait effectivement, on sait les organisations qui ont de bons lanceurs partants, ont réussi à trouver le moyen de gagner. Une équipe qui va jouer certainement pour 500, mais qui peut aller même en deçà, au-delà, pardon, de ça, si jamais on est réussi peut-être à aller un petit peu plus au niveau du marché des joueurs autonomes dans les gars qui vont rester, ce qui n'est pas impossible du côté de Cleveland. Ça reste que je trouve ça difficile, par contre, pour un partisan des Indiens de voir Francisco Lindor quitter. On parle beaucoup de Nolan Arenado, on va y revenir, mais il quitte les oui. Rockies, mais ce que Lindor est un peu l'image, pas un peu, pas mal l'image des Indiens de Cleveland, devient soudainement l'image donc des Mets de New York. Ça en dit long sur la qualité de ce type de joueur-là. Et parfois, ben, ça prend une année ou deux avant de s'en remettre, malgré la qualité des joueurs, par exemple des lanceurs partants dont tu as fait mention. C'est d'avoir Mhm. des gars comme ça partir, ça peut faire mal à une franchise pendant un an ou deux, ça c'est ça. Oui, bon, on est dans le sujet des partisans qui peuvent en vouloir à leur équipe. Là, ben, ceux du Colorado, là. Marc, là, Arenado s'en va. Pour en parler de l'aspect baseball, là, ce que ça peut signifier pour ses statistiques, parce que oui, il faudra en parler éventuellement. Mais là, pour les partisans des Rockies du Colorado, là, on en avait fait le visage de la concession. Un an plus tard, ils se demandent où la concession s'en va, puis 2 ans plus tard, oups, là, il est échangé aux Cards de Saint-Louis. Les Cards qui ont sûrement fait leur devoir, là, c'est pas une équipe. D'habitude, quand on fait une transaction du genre, on se trompe rarement chez les Cards. Mais chez les Rockies du Colorado, Marc, euh, on fait du surplace, j'ai l'impression, depuis 20 ans. Tu sais, on parlait des Mets, là, c'est vrai que les Mets se sont tirés dans le pied plus souvent qu'à leur tour, mais on manque
cruellement de stabilité chez les Rockies. Je sais que c'est pas facile de dire, de mettre les bonnes pièces à la bonne place chez les Rockies, surtout sur le plan des lanceurs. Tu vois, il y a 2 ans, rappelle-toi, on avait fait des séries, on avait 4 bons jeunes partants, mais d'avoir une constance chez les lanceurs, c'est vraiment pas facile. Bref, on n'a pas trouvé encore la façon de bâtir une équipe gagnante à long terme au sein de cette organisation-là. On se demande quand est-ce qu'on va le trouver. Oui, puis c'est pas en échangeant, évidemment, ton meilleur joueur. Je sais qu'il y a eu des. Tu sais, aussitôt qu'il a signé son contrat, il y avait des rumeurs d'échange. Rappelle-toi, l'hiver passé, il y avait déjà des rumeurs d'échange dans le Oui. cas d'Arenado. Et ça l'avait chicoté au point où il ne parlait même plus à la direction parce qu'il avait signé ce fameux gros contrat. C'était pour qu'il soit un Rockies pour probablement le reste de sa carrière. Et là, à peine quelques mois plus tard, c'est pas nécessairement ça le message qu'on lançait. Ça l'a frustré beaucoup Arenado. Euh, Écoute, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que tu as des équipes comme les Dodgers, puis je ne blâme pas les Dodgers, mais tu as des équipes comme les Dodgers qui disent OK, Bauer, tu vaux 40 millions par année, on te le donne. Puis on se retrouve encore avec les grosses équipes qui ont encore les meilleurs joueurs à gros salaires. J'ai inclus les Cards là-dedans. Oui, les Cards font toujours le devoir, tu as raison de le mentionner. C'est rare qu'on paie quelqu'un qui ne fait pas le travail. Alors, on a fait nos devoirs. On va chercher probablement un des meilleurs troisième buts de tout le baseball avec Arenado. Mais tu sais, je regarde pourquoi Cleveland fait ça. Là, évidemment, dans le cas de Colorado, tu sais, Alain, il doit y avoir à 90 là, de ces décisions-là un aspect financier. Là. Et c'est Oui. ça qui me chicote un peu dans tout ça. Et le débat devrait être relancé. Est-ce que, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on en veut aux Dodgers ou aux Cards ou il va falloir que les autres équipes rattrapent un peu Autrement dit, Alain, je sais qu'il n'y aura jamais, jamais de plafond salarial, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un plancher? Est-ce qu'à un moment donné, on Ben, pourrait dire aux organisations, écoute, il va falloir dépenser, les gars, parce que là, ça n'a pas de bon sens, puis on se retrouve encore, parce que on sait au niveau baseball, bon, il y a des décisions qui se prennent, c'est correct, mais de voir atterrir un Bauer, qui est le meilleur lanceur disponible, se retrouve encore parmi les équipes, que ce soit Dodgers ou Yankees, là, bon, on les connaît, les 5-6 gros marchés, là. Fait que, on s'en va où avec ça? Et la convention, tu en as parlé en début du balado, mais la convention qui se termine, bon, après la prochaine saison 2021, qu'est-ce qu'on va faire financièrement du côté du baseball majeur? Est-ce qu'on va poursuivre encore? Est-ce que les organisations, parce que selon moi, là, si les Rockies ont les reins solides, on fait tout pour garder Arenado autour, puis on bâtit autour de ce gars-là. Sinon, ça ne fait pas de sens. oui. Et Marc, il y a 2 données qui sont sorties. Peut-être que tu as jeté un petit coup d'œil là-dessus. Le salaire moyen a baissé encore dans le baseball Oui, majeur pour une 2e année oui. consécutive. Et l'autre chose, il y a eu un tableau lorsque Bauer a signé son contrat. Il y a 4 équipes, Marc, dont la masse salariale, au moment où on se parle, est à 20 millions près de Trevor Bauer. Il y a les Indiens de Cleveland, dont on a parlé tantôt, qui sont probablement compétitifs. Les Rays, on sait comment ils fonctionnent. Bon, il y avait les Orioles de Baltimore qui marquent que ça ne va pas très bien financièrement de ce côté-là. Semble-t-il qu'on pourrait avoir des problèmes de liquidité qui restent à confirmer. On n'ouvrira jamais des livres. Bon, les Pirates de Pittsburgh, ça, on le sait, du côté des Pirates de Pittsburgh. Bref, effectivement, je pense qu'il y a une disparité qui est trop grande présentement. Et c'est pas la première fois que je le mentionne. La ligue la plus prolifique en financier, c'est la NFL. Pourquoi? Parce que tu es toujours aussi fort que ton maillon le plus faible. On a des matchs qui sont compétitifs à chaque semaine en 2 équipes. Bon, je ne dis pas qu'on n'est pas compétitif. Bon, tu sais, on parlait des Royals de Kansas City, bon, qui pourraient être. Mais là, il y a des jeunes lanceurs qui s'en viennent de ce côté-là, de sorte que ce sera peut-être pas aussi facile de les battre cette année que ça a été au cours des 3 dernières années. Mais ça, malheureusement, c'est des cycles au sein de ces équipes-là, alors que les. Bon. Mais oui, l'idée du plancher, je pense, devrait s'en venir dans la tête des joueurs parce que les propriétaires sont plus futés qu'ils l'étaient avant. Est-ce que ça peut être accompagné d'un plafond? Regarde, je sais que c'est ONI dans les bureaux de l'association des joueurs, sauf que force est d'admettre que les propriétaires, en ce moment-là, à ce moment-ci, là, ben, gèrent mieux leurs affaires que les joueurs. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te dirais que les 2 dernières conventions collectives, les propriétaires ont eu le dessus de la façon dont on a géré tout ça. Puis, ce Oui, sont même les propriétaires qui sont en train de dicter comment le marché se ben ouais. déroule, Alain, parce que
Là, on voit de plus en plus, depuis 1 an ou 2, des contrats qu'on octroie à des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience, parce qu'habituellement, tu Mhm. avais les 6 premières années, tu étais pas mal coincé. Là, on décide de mettre sous contrat ces gars-là pour justement euh, éviter qu'on devienne joueur autonome trop tôt. Puis là, on a vu clairement qu'à passé 30 ans, c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher les fameux gros contrats de 6, 7 ans. Alors, c'est sûr que les propriétaires ont créé une tendance. Tout ce que j'espère, Alain, c'est qu'on puisse trouver un terrain d'entente éventuellement. Moi, ça me fait peur là, Moi puis aussi. dans le sens que, bon, on va jouer cette année là, avec les défis qu'on aura, évidemment, avec la COVID. Euh, mais j'ose espérer, ou j'ose croire qu'éventuellement, on va passer à autre chose. Mais lorsqu'on va passer à autre chose, est-ce que, du côté de l'association des joueurs, est-ce qu'on va être prêt, évidemment, à négocier, les propriétaires aussi, mais pour que l'industrie du baseball soit en meilleure santé, non seulement santé financière, mais en termes de popularité. Il faut regarder un Ouais. petit peu plus qu'est-ce qui se passe autour de nous, là, du côté du baseball, et pas penser, et ne pas prendre pour acquis là, tout ça. Je pense qu'un petit, il faut se regarder dans le miroir là, pour s'assurer que euh, jeunes partisans sont là, il faut prendre les bonnes décisions. J'aime ce que le baseball majeur a fait au cours des dernières semaines. On a embauché euh, quelques anciens joueurs, quelques anciens propriétaires pour arriver avec un comité qui va étudier pour qu'est-ce qui fait en sorte, comment on pourrait améliorer encore plus bon, le rythme du jeu, comment ça se passe. Donc, au moins, on fait des efforts, on en est conscient, mais il ne faut pas traîner ça trop longtemps, Alain, parce que le Ouais. baseball pourrait être en perte de vitesse si jamais on laisse ça traîner encore quelques années. Ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres sports qui ont gagné. Bon, le basketball et le football, faut pas se leurrer, là, ont gagné beaucoup en popularité chez les jeunes. Le baseball a l'avantage d'être à peu près seul à jouer durant l'été. Attention, Marc, on sait que bon, la population latino-américaine est en augmentation aux États-Unis. Il y a beaucoup d'immigrants aussi qui ont évolué et qui ont grandi avec le soccer. Donc, c'est avec le soccer peut-être qu'on pourra avoir à composer dans l'avenir et le baseball devrait être proactif en ce sens-là. Je pense Ben, qu'on écoute, a comme je t'ai trop dit, négligé cette partie-là. non, je suis d'accord avec toi qu'on l'a négligé. Là, on a embauché Ken Griffey Jr. Du côté du baseball Exact. majeur. Theo Epstein, rappelle-toi, le mois dernier. Mhm. Euh, je pense que c'est bien d'avoir des têtes comme ça qui vont aller parler directement, là, ou en fait faire le pont entre le baseball et peut-être même l'association des joueurs. Trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions, Alain, Ouais, pour accélérer le jeu, pour faire en sorte que le jeu soit un petit peu plus dynamique. Il y a le moyen, puis je pense que s'il y a un sport qui se prête bien à la technologie en plus, que la technologie devient de plus en plus présente, ben c'est bien le baseball. Et lorsque je parle de technologie, là, je parle de reprise, je parle ouais. de fait que dans le feu de l'action, on peut avoir des données tout à fait remarquables à l'instant qui mettent en valeur les joueurs. Et je pense que c'est des choses comme ça qu'il va falloir éventuellement implanter, mettre pour que les jeunes qui aujourd'hui s'assoient de moins en moins pendant 2 heures et demie, 3 heures et demie pour regarder un match. Ils veulent l'action, ils veulent des informations, ils veulent des statistiques. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut leur offrir, mais il faut que le baseball bouge plus vite que plus tard dans ce dossier-là. Bien d'accord. Marc, lorsqu'on a fait notre dernier balado, on a eu bon, c'était la même journée du décès de Hank Aaron. On n'a pas été capable, malheureusement, bon, la nouvelle n'était pas sortie encore au moment où on a fait notre balado. Euh, je pense que, bon, même si ça fait quelques semaines que ça a été fait, je pense que de prendre le temps de parler un peu de cette légende, quelquefois, ce terme-là est galvaudé à gauche et à droite, mais je pense qu'il n'y a personne qui va mettre en doute que ça s'applique à Hank Aaron. Une carrière d'une constance unique, remarquable, que moi j'ai eu l'occasion de voir au Parc Jarry, Marc. C'était dans les années 70. J'étais trop jeune pour me rendre compte de la grandeur de l'athlète qui était devant moi. Là. Évidemment, j'étais dans le fond de Chansante. Au Parc Jarry, c'était assez loin de Chansante, mais peu importe. C'est un grand homme. C'est au-delà de l'athlète, c'est un grand homme qui nous a quittés. Évolué dans un contexte qui était pas facile, même dans les années 70, Marc, on a de fait ressorti certaines lettres qu'il a reçues alors qu'il tentait de battre le record de Babe Ruth. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est complètement insensé ce qu'il a dû vivre. Bref, c'est un grand qui nous a quittés.
les mots me manquent pour décrire la carrière qu'il a vécue. Quelqu'un a 100 points produits pendant 20 ans, il est encore à court de 200 points produits de la carrière de Hank Aaron. Juste ça, je pense, illustre ce qu'il a accompli dans le baseball majeur. Ah, mais puis écoute, Alain, on pourrait tellement l'ajouter. Aucune saison de 50 coups de circuit et pourtant, il est encore considéré comme le roi des coups de circuit. Ouais. Il n'y a pas une saison, une saison de 100 retraits sur des prises ou même pas aucune saison de 100 retraits. Ce gars-là était extraordinaire. Puis non seulement extraordinaire sur le terrain par sa constance, par ce qu'il a fait, parce qu'il a dû vivre, mais Alain, tu parles d'un gentleman. Tu parles d'une personne qui a représenté son sport, qui a représenté les Braves d'Atlanta pendant longtemps de façon exceptionnelle. C'est Hank Aaron. Écoute, c'est unanime, là. C'est unanime. Les anciens coéquipiers, les anciens joueurs contre lesquels il a joué, tout le monde. C'est vraiment exceptionnel pour l'homme qu'il était. Au point où, et là, je sais que les Braves vont faire beaucoup de choses en l'honneur de Hank Aaron, mais au point où, tu sais, je sais que Jackie Robinson, c'est Jackie Robinson, le fameux 42, mais moi, je m'attendrais même à la limite à ce que le baseball majeur puisse dire hey, écoutez, le 44 aussi, là, va falloir peut-être penser à ne pas le porter éventuellement parce qu'il faut rendre hommage à Hank Aaron. Selon moi, c'est aussi fort que ça. Tu sais, longtemps, le record de coups de circuit, Alain, ça a toujours été parmi les records les plus prestigieux du sport. Tu as parlé du fait comment il a dû passer à travers plusieurs défis. Moi, en tout cas, moi, tu me parles de la définition d'un joueur de baseball en tant qu'athlète, en tant qu'être humain, je pense à Hank Aaron. C'est l'exemple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le retrait du 44, Marc, il faudra juste faire attention. Reggie Jackson va penser que c'est pour lui qu'on va retirer le numéro si on passe par là. Mais bon, le 44 qui est probablement le numéro le plus célèbre de l'histoire du baseball, qui a été porté aussi par Willie McCovey et bon, par Reggie quand il était avec les Yankees de New York. Je blague, mais je pense que je ne serais pas si loin que ça de la vérité avec Reggie. Non, t'es pas loin, Alain. Je te confirme que tu ne vas pas être loin. Il n'a jamais détesté avoir des caméras braquées en sa direction. Dernier sujet, Marc, c'est un joueur qui a pris sa retraite. Les Red Sox de Boston, c'est une des équipes les plus populaires au Québec. Je pense que les amateurs de baseball, il y en a plusieurs qui connaissent, au moins ils ne sont pas allés au Fenway Park, qui connaissent des gens qui sont allés. Dustin Pedroia, qui était le capitaine de cette équipe pendant plusieurs années. Je pense que, tu sais, il y a plusieurs athlètes, j'ai l'expression donner son corps à la science. Il y en a certains qui le donnent au baseball. Dans le cas de Dustin Pedroia, je pense que c'est vraiment ce qu'il a fait. C'était pas le plus gros des physiques, Marc, mais il a tout donné à chaque fois qu'il a mis le pied sur un terrain de baseball. Éventuellement, le corps n'a plus suivi. Je pense qu'il y a une limite à ce que tu peux faire endurer à ton corps. Là, il a pris sa retraite officiellement cette année. Là, son contrat venait à terme. Il a tout tenté pour revenir, Marc, au cours des 3 dernières années. Ses genoux ne tenaient plus de coup. Pourquoi il a tenté de revenir? Parce que justement, il a tenté par respect pour les Red Sox de Boston, parce qu'il est encore sous contrat. Je pense qu'il va demeurer dans l'entourage des Red Sox jusqu'à la fin de sa carrière. Je fais souvent référence au fait que le baseball permet à des athlètes de tout gabarit de pouvoir s'illustrer. Dustin Pedroia en est une illustration. Moi, Alain, lorsque j'étais joueur, puis on voulait me donner un compliment, on me disait, on disait que j'étais un hard-nosed player. Donc, cette espèce de joueur-là, l'expression, c'est le joueur qui se met le nez partout, qui travaille fort, qui essaye. Pour moi, c'est l'image. L'image de hard-nosed, le player, là, pour moi, c'est Dustin Pedroia. C'est le joueur c'est pas lui qui avait le plus de talent, Alain. Mais en termes d'effort, en termes d'énergie, en termes je vais appeler ça de la cocologie, là, parce que c'est un gars qui étudiait énormément les lanceurs adverses. Lorsqu'il était en défense, il savait comment, entre guillemets, tricher, c'est-à-dire de pouvoir, de connaître à peu près où le frappeur allait frapper compte tenu du lanceur qui était au monticule. Un paquet de facteurs comme ça, où il était au-dessus de la vague. C'était vraiment un gars qui, tu l'as dit, s'est donné corps et âme, et je pense qu'il avait le respect de tout le monde, parce que tu as parlé de son gabarit, tu as parlé de ce qu'il a réussi à accomplir malgré tout. Il était un exemple. Il jouait en exemple. Tu ne pouvais pas te traîner les pieds lorsque Dustin Pedroia était dans la formation des Red Sox. Tu ne pouvais pas. Si tu te traînais les pieds, tu te le faisais dire premièrement, ou les autres disaient regarde lui jouer, puis c'est comme ça, il faut que tu joues.
Écoute, il a été tellement un exemple. Il est, tu sais, tous les entraîneurs des collèges américains ou même au niveau professionnel mineur, c'est le genre de joueur qui est cité en exemple. Regardez ce gars-là jouer, c'est comme ça que vous devriez jouer. C'est pas tout le monde qui s'appelle Fernando Tatis Jr., là, qui ont du talent, qui sort partout, là. La plupart des joueurs, c'est des joueurs comme Pedroia, et lui était cité en exemple partout à dire voici comment on doit jouer. Les 4 présences au bâton, tu cours au premier but comme lui le faisait. Il y a une balle près de toi, tu vas plonger, tu vas la bloquer, tu vas trouver le moyen. C'est le genre de gars qui va bloquer une balle avec ses dents. Là. C'était ça, Dustin Pedroia. Et je pense que les Red Sox devraient l'honorer, vont Ben l'honorer. oui. Et comme tu l'as dit, Alain, va rester à l'intérieur de l'organisation. C'est un athlète qui rayonnait par, évidemment, son énergie, mais aussi son leadership. Marc, j'ai une question pour toi sur le plan technique. Est-ce qu'on peut enseigner à quelqu'un de frapper comme Dustin Pedroia avec le genou qui traînait par terre là, à la fin de son élan, là, avec probablement nous autres des prises qui étaient presque à la cheville quand il terminait? Là? Écoute, Alain, tu sais, on pourrait dire il n'y a pas juste une manière de frapper, OK? Et comment tu peux générer de la vitesse avec tes mains, avec ton corps éventuellement, là? C'est ça qui compte. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours efficace pour tout le monde, mais si ça marche pour toi, fais-le. Est-ce que Dustin Pedroia a été copié pour sa mécanique au bâton? Absolument pas. Est-ce que Pedroia était imité et copié par son ardeur au jeu et son énergie? Absolument. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et il a fait une carrière tout à fait exceptionnelle. Moi, j'ai énormément de respect pour un gars comme ça parce que ça, c'est le genre de gars qu'aujourd'hui, Alain, pas sûr qu'on regarderait, exemple, au niveau collégial, au niveau mineur, compte tenu de son physique, compte tenu peut-être justement de cette fameuse mécanique qui n'a rien nécessairement de fluide, mais le résultat est là, puis c'est ça que je trouve la beauté de la carrière de Dustin Pedroia. Oui. Et oui, je pense qu'on va l'honorer au cours de la saison. Là. Le contraire m'étonnerait. Moi, qu'on attend, bon, dépendant s'il y aura des spectateurs ou non, là, je pense qu'on va attendre Ouais. évidemment qu'on remplisse les estrades avant de le faire, là, ce qui serait, je pense, de bonne loi. Marc, ça termine compte complet pour cette semaine. On espère que les camps d'entraînement vont débuter le plus tôt possible. Le fait que les protocoles, on se soit déjà entendus, c'est déjà une première bonne nouvelle. Ça devrait être annoncé, comme tu le disais, en début de semaine. Maintenant, il s'agit qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin de part et d'autre afin qu'on ait une saison qui se tienne. Est-ce que ce sera 154, 162? Bon, évidemment, on devra suivre les actualités dans le monde du baseball au cours des prochaines semaines. Marc, c'était un plaisir encore une fois. Mesdames, Messieurs, faites attention à vous. On se revoit sous peu. À bientôt.